Mame Adama Gueye, avocat, membre fondateur du Forum civil. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs questions. La situation politique et la crise née du report de l'élection présidentielle, le débat sur la date du scrutin, la fin du mandat de l'actuel président de la République, le dialogue politique qui démarre lundi, le Conseil constitutionnel et les différentes interprétations de la Constitution, la loi d'amnistie annoncée par Macky Sall, le processus électoral en question. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Mame Adama Gueye face à Georges Déthié Diop, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à la radio Futur Média. Merci de rester fidèles au Grand Jury. Le Grand Jury qui reçoit ce dimanche Maître Mame Adama Gueye. Bonjour Maître. Bonjour Georges. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter et de donner l'opportunité de donner mon avis dans cette situation que nous traversons. Alors pour en rajouter à la présentation, vous avez été président du Forum civil, c'est bien cela? Membre fondateur et président du Forum civil. Alors, ce 25 février, Maître Mame Adama Gueye devait se tenir l'élection présidentielle, scrutin qui demeure reporté malgré la décision du Conseil constitutionnel annulant le décret abrogeant celui convoquant le collège électoral. En vous réveillant ce matin, Maître, quel est votre sentiment? Déçu de ne pas pouvoir accomplir votre devoir citoyen ou regret de voir les dirigeants jouer avec notre démocratie, nos institutions, la réputation du Sénégal? Je me suis réveillé avec un gros sentiment d'amertume. Aujourd'hui est un jour triste pour le Sénégal, un jour triste. Un jour triste pour notre démocratie bafouée. Un jour triste pour la spoliation de notre droit fondamental de nous exprimer à date échue. Ce jour sera marqué dans les pages noires de l'histoire du Sénégal. Et le nom du responsable de ce jour triste, c'est-à-dire le nom de Macky Sall, figurera de manière indélébile sur cette page noire de l'histoire du Sénégal. Ça ne s'est jamais passé. C'est la première fois en 63 ans qu'on fait face à cette situation. C'est un jour triste. Donc, vous pensez que Maître Mame Adama Gueye, que Macky Sall ne pourra plus sortir par la grande porte, une porte honorable? C'est fini. C'est fini. Il a loupé l'occasion de sortir par la grande porte quand il s'est mis à jouer avec nos institutions. Malgré tout le déficit de bilan immatériel, il avait quand même réussi en disant qu'il n'allait pas se présenter. A regagné quand même, quoi qu'on dise, une certaine sympathie de l'opinion nationale. Mais tout ça, c'est fini. Il a tout perdu. Il a perdu toute considération des citoyens. C'est dommage pour lui. Il peut plus sortir par la grande porte. C'était limite. Mais moi, je suis pas très très surpris parce que dans une émission avec un de vos confrères, qui me demandait de lui parler du bilan de Macky Sall, après avoir passé en revue toute la présentation classique des réalisations matérielles. Qu'on peut lui reconnaître, même si, en faisant un diagnostic approfondi, il est possible de trouver des choses à redire, mais enfin bref, ça ce sont des éléments d'ordre matériel. Mais j'insiste encore, ce qui frappe dans la gouvernance de Macky Sall, dans le bilan de Macky Sall, c'est que sur le côté bilan immatériel, c'est zéro. C'est même négatif, parce qu'on peut ne pas améliorer le bilan immatériel en termes de valeur, en termes de gouvernance, en termes de respect des principes démocratiques, en termes de respect des droits de l'homme. Mais lui son mandat a été marqué par une régression sur tous ces registres. Et ce qu'on vit actuellement est un déficit, le résultat d'un déficit d'éthique politique. Donc ça conforte ce que je disais. C'est-à-dire que le bilan immatériel totalement négatif de Macky Sall. Et ce qu'on vit là, la situation actuelle, quelqu'un qui a de l'éthique politique
ne peut pas le faire. Mais moi, ma conviction, c'est que, et je le répète, je l'ai dit je crois que ça fait même plus de 10 ans, la démocratie, c'est pas dans l'ADN du président Macky Sall. C'est pas dans l'ADN, on se présente comme ça, mais c'est pas dans son ADN. Et tout ce qu'on vit là en est la démonstration évidente. Et pourtant, il maintient sa position. Le 2 avril, il s'en ira. Oui, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le 2 avril, il n'y a aucun mérite à ce qu'ils disent qu'ils parlent de 2 avril, parce que le 2 avril, c'est la fin de son mandat. Et ça fait partie des dispositions intangibles de la Constitution. C'est ce qui rend encore plus grave les actes qu'il a posés. Parce que les actes qu'il a posés étaient des actes de coup. C'était un coup d'État constitutionnel, c'était un putsch constitutionnel qui a été déjoué, heureusement, grâce à la décision du Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, il n'a pas le choix. Le 2 avril, il va partir, mais il aura manqué un devoir fondamental qui résulte de ses obligations constitutionnelles. Et en manquant ce devoir, il a violé son serment de président de la République. Parce que l'élément essentiel du serment du président de la République, c'est de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Et lui, il a violé la Constitution de manière délibérée, organisée. Donc il a manqué un devoir fondamental. Le devoir fondamental, c'est de faire en sorte que, au moment de son départ, un autre président soit élu. On reviendra à cela. Quel sens donnez-vous au vote symbolique de ce matin, on appelle la plateforme art sur nos élections? C'est très bien. Il faut que dans toute la journée, que les Sénégalais se présentent symboliquement à leur bureau de vote pour marquer ce jour triste. Je trouve que c'est une excellente initiative et moi j'appelle tous les citoyens toute la journée à répondre à cette invitation de art sur nos élections pour marquer leur détermination à défendre leur droit fondamental de vote qui leur est consacré par la Constitution. Vous y serez alors? Oui, j'irai à mon bureau tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, vous avez pointé du doigt la responsabilité de Macky Sall. Mais, maître, est-ce la seule responsabilité de Macky Sall qui nous a amenés dans cette situation? Le Conseil constitutionnel dans tout cela, Conseil qui n'aurait pas assumé ses charges dans le traitement des dossiers de candidature? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question par rapport à la responsabilité. Le Conseil constitutionnel a un droit à un pouvoir d'investigation. Vous parlez du Conseil, de l'intervention du Conseil avant le dépôt des candidatures. Avant l'élaboration de la liste des candidats. Oui. Vous savez, moi j'ai regardé les règles en matière de parrainage, en matière de contrôle. Moi, ma conclusion, c'est qu'on a conféré au Conseil des prérogatives au-dessus de ses moyens. Le Conseil n'est pas en mesure d'assumer les prérogatives en matière d'élection présidentielle. Parce que c'est extrêmement compliqué d'assumer ces prérogatives pour des raisons techniques. On demande au Conseil de contrôler, parce qu'il y a même une impossibilité objective. Quand on présente une liste de parrainage, on dit, voilà, ça c'est Georges Déthié Diop, il m'a parrainé, le numéro peut être correct. La signature. Le Conseil ne peut pas contrôler les millions de signatures qui figurent. C'est impossible. Il y a beaucoup d'autres considérations. C'est-à-dire, à partir du moment où les éléments d'ordre technique ont une portée extrêmement importante dans le contrôle, ça dépasse le Conseil. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, objectivement, revoir totalement ce processus électoral. Voir comment faire en sorte que le Conseil se limite à l'exercice de son pouvoir juridictionnel. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés. Aujourd'hui, le processus présente une grosse faiblesse dans la mesure où, sur la base de contrôle purement technique, il y a des candidats qui sont éliminés. Alors que normalement, l'élimination d'un candidat ne doit résulter que du contrôle
juridictionnelle exercée par le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel. Le Conseil, son travail, ce n'est pas un travail technique. Mais dans l'exercice de ses prérogatives d'établissement de la liste des candidats, ce travail technique est fondamental et quasiment central. Il faudrait réfléchir pour trouver une formule de contrôle peut-être a priori. Que ce contrôle soit confié à un autre organe. Il faut trouver une formule. Moi, je pense que même si le Conseil gère, parce qu'en droit, si vous regardez les règles de procédure, il y a une manière, il y a cette dimension technique est prise en charge. Parce que les règles de procédure disent que quand, dans le cadre de l'exercice au pouvoir juridictionnel, une juridiction fait face à une question technique, la juridiction peut référer à des experts qui font le travail et qui lui disent le travail sur la base duquel il exerce son pouvoir juridictionnel. On aurait pu parfaitement imaginer que le Conseil reçoive tous les dossiers de candidature, rendre une décision préalable pour, après avoir le premier contrôle formel qui permet d'évacuer un certain nombre de dossiers, que rendre une décision, comme on appelle dans notre jargon avant dire droit, désignant des experts pour faire le contrôle. Les experts font le contrôle, lui communiquent leur rapport sur la base duquel le Conseil exerce son pouvoir juridictionnel. Bon, voilà. Mais je pense que le Conseil, on ne peut pas le condamner par rapport à ces considérations, parce que ses prérogatives sont au-dessus de ses moyens. Maintenant, le résultat ne peut pas être totalement satisfaisant, mais il faut faire avec, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Le Conseil, sur la base de ses moyens, a fait de son mieux pour sortir une liste de candidatures. Il faut travailler sur la base de liste de candidatures. Maintenant, après, à froid, ne pas encore attendre, parce qu'on a l'habitude souvent quand on fait face à un problème, on en discute. Quand l'élection est passée, on oublie. Jusqu'à la prochaine élection, on repose les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, on a l'occasion, juste après cette élection présidentielle, et sur beaucoup d'autres questions, remettre ça sur la table, bien regarder comment la procédure, et l'améliorer, et créer les conditions pour que le Conseil puisse exercer ses prérogatives juridictionnelles dans des conditions satisfaisantes. Le Conseil constitutionnel qui avait publié une liste de 20 candidats, qu'il a ramené à 19, après que Rose Wardini a renoncé à sa candidature pour une affaire supposée de double nationalité, des candidats dits spoliés exigent d'être rétablis dans leurs droits, une position différente de celle des 19 retenus. Est-il possible de concilier les deux? Ou bien vous dites, le vin est tiré, il faut le boire? Il faut respecter la Constitution, point à la ligne. Comment on peut dire, nous sommes spoliés, il faut nous rétablir dans nos droits? Quel droit? Le droit, c'est ce que dit la Constitution. La Constitution dit que le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures, vérifie les candidatures, rend une décision établissant la liste des candidats, et que la décision du Conseil constitutionnel, en vertu des dispositions de l'article 92 de la Constitution, est une décision sans recours et s'impose à tout le monde. Point à la ligne. Pourquoi on se complique la vie? C'est pas satisfaisant, effectivement. Il y a peut-être des gens qui ont subi, qui ont été peut-être écartés de manière injuste, de manière anormale, peu importe. Mais la loi, c'est la loi. Il y a un principe de droit. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, ces messieurs, dames, qui se disent spoliés ou recalés comme on veut, doivent comprendre qu'il faut respecter la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. On ne peut pas contourner par la loi par des règlements politiciens. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent. Parce que franchement, ce n'est pas une prétention raisonnable de dire que maintenant, oui, on doit être dans nos droits, il faut reprendre le processus. Ce n'est pas possible. Parce que la loi ne le permet pas. La Constitution ne le permet pas. Ce n'est pas compliqué. Personne ne peut le faire. Si le président Macky Sall le promet ça, il ne le peut pas. Je suis sûr que c'est sur la base de discussions politiciennes. C'est ce qui a expliqué tout ce process en réalité. C'était purement politicien.
À un moment donné, l'APR, le président de la République savait que son candidat, ça n'accrochait pas. Le PDS était mécontent parce que Karim Wade a été éliminé. Convergence d'intérêts. Et ils nous ont monté tout ce processus fallacieux, bidon, d'enquête parlementaire, d'accusations fallacieuses, sans aucune base, pour nous inventer une crise totalement artificielle. Et c'est sur la base d'une crise totalement artificielle que le président de la République a pris un arrêté abrogeant l'arrêté de convocation du collège électoral, annulant les élections, et c'est cette décision qui a créé une vraie crise. Il n'y en avait pas avant. Maintenant, il y a une vraie crise résultant de cette décision totalement inappropriée qui était un élément d'un coup d'État constitutionnel. C'est tout. C'est pas autre chose. Les choses sont très simples. C'est des politiciens, c'est des politiciens complices, l'APR, le PDS, qui nous ont inventé une crise artificielle avec le rôle majeur joué par le président de la République pour prendre une décision qui nous crée une vraie crise. Jusqu'où cette vraie crise peut nous mener? On ne sait pas. Certains évoquent même la possibilité d'une dissolution du Conseil constitutionnel. Mais c'est de... D'abord la première question, jusqu'où on peut nous mener cette crise? Le président là, nous a mis dans une impasse. Une impasse. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller. C'est ça qui est c'est là que sa responsabilité est gravement engagée. Très gravement engagée. Alors, quand j'entends dire qu'on va dissoudre le Conseil constitutionnel, mais c'est effarant d'entendre des choses pareilles, que les gens lisent. On ne peut pas dissoudre le Conseil constitutionnel. Le président ne peut même pas démettre un membre du Conseil constitutionnel. Maintenant, comme d'habitude, on va encore nous inventer des procédures bidons, des détournements de procédures, parce que j'entends dire que oui, on veut mettre une cour constitutionnelle qui va faire disparaître le Conseil constitutionnel, parce que c'est une manière détournée de démettre les membres du Conseil constitutionnel. C'est un détournement de la loi. C'est un détournement. Puisqu'on ne peut pas démettre les membres du Conseil constitutionnel, puisqu'on ne peut pas dissoudre le Conseil constitutionnel, on va créer un organe qui va le remplacer. Et de facto, on va mettre d'autres personnes à la place des membres actuels du Conseil constitutionnel. C'est un détournement de la loi. Ce serait un autre coup d'État constitutionnel. Parce que ce n'est pas fondé. Et puis, de toute façon, même ce qu'ils disent, ils croient que parce qu'une cour constitutionnelle arriverait, les décisions du Conseil disparaissent. Elles ne disparaîtront pas. Même si par extraordinaire, ça c'est juste de la fiction. Hein. Aujourd'hui, demain on dit voilà, on a mis une cause constitutionnelle, le Conseil constitutionnel n'existe plus. Les décisions rendues sont encore là. Parce que la Constitution dit que ces décisions sont sans recours, s'imposent à tous. Donc qu'ils arrêtent de rêver. Qu'ils arrêtent de rêver. Je ne sais pas qui leur vend ça. On leur vend du vent. Qu'ils arrêtent de rêver parce que, en disant, oui, si on met une cour constitutionnelle, on recommence tout le processus. Parce que tout ce qu'on dit en matière de processus, il faut le mettre sur quelle base? Qu'on nous dise sur quelle base, si aujourd'hui, par pure fiction, hein, encore une fois, une cour constitutionnelle remplacerait le Conseil constitutionnel, sur quelle base on peut dire, les décisions n'existent plus, on recommence tout le processus, sur quelle base? Quand on doit faire quelque chose, on doit trouver une base légale. Il n'y a aucune base légale permettant de considérer qu'on rebattrait les cartes. Donc ceux qui croient à ça, qu'ils arrêtent de rêver. Qu'ils arrêtent de rêver. Je l'ai dit dans une autre émission. Ce que le président a promis au PDS, il ne peut pas tenir cette promesse. Il ne peut pas. Surtout encore vis-à-vis du PDS, parce que ce candidat-là, il a été invalidé par le Conseil constitutionnel après avoir été retenu. Comment peut-on concevoir qu'une autre juridiction vienne dire oui, non, on remet Karim Wade. Et puis quoi? Et puis arrêtez. Quelqu'un qui a été invalidé pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire parce qu'il a commis un faux. Et pourtant, il a fourni au Conseil constitutionnel
la preuve de sa nationalité exclusivement sénégalaise. Georges, on parle de droit. En la matière, c'est très simple. On vous dit, vous êtes candidat. Vous devez faire une déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur, c'est le principe, parce que il est objectivement impossible de vérifier que tous les candidats n'ont aucune des 250 nations ou plus du monde. C'est impossible. Donc, vous faites une déclaration d'honneur. Et on peut raisonnablement présumer, quand même, que quelqu'un qui se présente comme candidat à la présidence de la République doit être assez honnête pour faire une déclaration d'honneur exacte. À la date de la déclaration sur l'honneur, Karim Wade n'était pas exclusivement sénégalais. Et c'est cette date qui compte. Ce n'est pas bien après, quand on a soulevé le lièvre et qu'il y a eu cette requête, ce recours de Thierno Alassane Sall, qu'on nous amène un décret postérieur à la date où le Conseil a pris la décision. Parce que le Conseil a très bien motivé. C'est la loi française qui dit qu'on est français jusqu'à ce décret, jusqu'à l'émission d'un décret vous déchargeant de l'allégeance à la République française. C'est la loi française. Donc jusqu'à cette date, il était français. Et en tout état de cause. Et ça, c'est indiscutable. Personne ne peut le discuter. À la date où il a fait sa déclaration sur l'honneur, il n'était pas exclusivement sénégalais. Donc c'est un faux intellectuel. Comment peut-on porter une revendication pareille, demander qu'on ramène quelqu'un dans le jeu, alors qu'il a commis un faux intellectuel en toute connaissance de cause? Mais c'est insensé, c'est immoral. Alors venons-en à la déclaration du président Macky Sall, Maître Adama Gueye, lors de son face-à-face avec la presse. Macky Sall qui affirme, on l'a dit tout à l'heure, que sa mission à la tête du pays prend fin le 2 avril. Certains comprennent un départ du pouvoir, quoi qu'il advienne. Le cas échéant, est-ce que cela ne risque pas de mettre le pays dans un imbroglio, si bien sûr on n'a pas de président élu ce jour? Mais bien entendu, parce que c'est un problème. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, il est certain qu'il n'est plus possible, en respectant tous les délais, d'élire un président, d'avoir un président à la date du 2 avril. Et ça, par la faute du président actuel. On aurait même pu, parce que quand le Conseil a pris sa décision, c'était le 15 février. Aujourd'hui, le 25 février, on a perdu tous les jours comptés. Et le président, tranquille, attends, là on a perdu 10 jours, 25 février, on attend le week-end, lundi, mardi, on va dialoguer, ça va faire une quinzaine de jours, on aurait parfaitement pu mettre à profit ce temps-là avec un réaménagement sur la base d'un consensus pour avoir un président le 2 avril. Mais il n'y a aucune volonté, parce qu'en réalité, le président de la République, malgré ce qu'il a dit dans son communiqué, n'entend pas respecter la décision du Conseil constitutionnel. Parce que dans la décision du Conseil constitutionnel, il y a une injonction implicite. C'est d'organiser les élections pour qu'au 2 avril, il y ait un président. Dans les meilleurs délais. Oui, mais au 2 avril, c'est une injonction implicite. Quand le Conseil dit, le considérant c'est principal, c'est que vous ne pouvez pas prolonger votre mandat. La décision que vous avez prise de reporter l'élection, la loi votée par l'Assemblée nationale, je les annule parce que ces lois sont contraires aux dispositions intangibles de l'article 103 qui dit que le mandat est de 5 ans, pas plus. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Organiser les élections dans le meilleur délai, ça veut dire faites en sorte qu'on ait un président le 2 avril. Mais en annulant le décret abrogeant, le décret portant convocation du collège électoral, est-ce que le Conseil constitutionnel ne devrait pas demander au chef de l'État de tenir le scrutin à date échue? Oui, mais vous savez, je pense que le Conseil constitutionnel a fait preuve d'une courtoisie tout à fait normale. Le président de la République est le chef de l'administration. C'est l'administration qui organise. Il lui dit j'annule, vous vouliez reporter, j'ai dit non. Vous avez fait une loi un décret pour abroger, j'annule.
organiser les élections parce que vous ne pouvez pas avoir dépassé le 2 avril. Mais c'est tellement clair. Mais le président en a fait fi en prenant son temps, tranquillement, en nous inventant une mascarade de dialogue. Mais dès l'instant que le premier décret demeure, est-ce qu'on ne devrait pas retirer la date du 25 février? Mais non, c'était pas possible. Parce qu'à la date du 15 février. 15 février, il y avait 10 jours pour aller au 25 février. Et comme vous le savez aussi, il y a des règles à respecter en matière de durée de campagne électorale. Il y a 3 semaines de campagne électorale. Même pour ça, il aurait fallu trouver un arrangement. Et ça, c'est une loi organique. Si on voulait modifier cette loi, il aurait fallu retourner à l'Assemblée nationale avec un projet de loi soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. C'était impossible matériellement, je le te dire. Donc il devait donner une autre date. Et les experts avaient fait une évaluation pour lui dire que si on le fait au 3 mars, ça peut passer. Il ne les a pas écoutés en nous inventant un dialogue, en disant la date sera fixée après le dialogue. Un dialogue qui n'est pas pertinent, totalement inopportun, totalement inapproprié. Dialogue pourquoi? On dit fixer la date des élections, mais il y a des parties prenantes. Et d'ailleurs, c'est en contradiction même avec son communiqué, parce que son communiqué parlait de consultation avec les partis concernés. Qui sont les partis concernés? C'est le président, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, la Sénat, la DGE. C'est terminé. Et ça, le président aurait pu parfaitement dans le week-end, il n'avait même pas besoin d'attendre, parce que la décision du Conseil est du 15 février. Jeudi 15 février, vendredi 16 février sont communiqués. Le week-end devait être un week-end de travail pour fixer une date. Et tous les experts avaient dit, si on le met au 3 mars, ça peut marcher. Mais il en a fait fi, parce que, clairement, il n'entendait pas respecter la décision du Conseil constitutionnel, malgré ce qu'il a dit. Le président qui semble vouloir filer la patate chaude au Conseil constitutionnel, est-ce qu'à l'étape actuelle, le Conseil constitutionnel peut convoquer le collège électoral? Écoutez, le Conseil, tout n'est sur la base des textes. Si on fait une interprétation pure et dure des textes, ce n'est pas prévu. Mais comme on le dit, le Conseil constitutionnel est un régulateur. Face à une situation pareille, je pense que le Conseil constitutionnel doit jouer son rôle de régulateur. Parce que le droit constitutionnel, j'écoutais hier des experts, tout n'est pas écrit dans le droit constitutionnel. La jurisprudence est une dimension extrêmement importante du droit constitutionnel et la parole du Conseil constitutionnel est un élément de jurisprudence. Dans des situations qui ne sont pas réglées, sur la base des principes fondamentaux et des règles essentielles de la Constitution, le Conseil peut prendre des décisions de régulation pour faire en sorte qu'on respecte la Constitution. Parce qu'il n'y a rien de plus important de créer les conditions pour avoir un président à l'échéance du mandat du président en exercice. Donc, sur la base des principes, ça, ce sont des principes fondamentaux. Le Conseil peut à mon avis, prendre des dispositions appropriées à cet égard. Et le Conseil sera saisi demain par les candidats. Pour ça, écoutons le Conseil et espérons que le Conseil, comme il l'a fait précédemment, fera preuve de hardiesse pour proposer une date d'élection et l'imposer au président de la République, sans attendre les résultats de cette mascarade de dialogue. L'hypothèse d'un départ du président de la République le 2 avril, est-ce que cela ne risque pas de nous mettre en face d'une situation inédite? Vacance du pouvoir, non pas du fait d'une démission ou d'un empêchement, mais vacance du pouvoir du fait d'une fin de mandat. Ça, oui, le président de la République nous a mis dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que, au-delà même du Conseil constitutionnel, qui doit jouer son rôle, moi, je suggère et j'invite que toutes les forces vives s'organisent, mettent en place un front uni des forces vives du Sénégal, pour commencer de manière proactive à réfléchir sur les modalités d'organisation d'une transition, à défaut d'avoir un président après le 2 avril. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas subir le président de la République. Il faut que les forces vives constituent un front uni des forces vives pour s'organiser dans cette perspective, pour ne pas subir passivement les errements du président. Et si le Conseil constitutionnel demandait au président d'assurer l'intérim ou la transition?
On verra bien, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Bon, si c'est pour quelques jours, peut-être que ça va. Mais en tout cas, pour moi, il ne peut être question que le président de la République est responsable de toute cette situation, rester encore en fonction après le 2 avril. Maître Mame Adama Gueye, comment éviter une jurisprudence qui permettrait à l'avenir à un président de nous faire vivre cette même situation qui signifierait prolongement d'un mandat? C'est très, très difficile à ce niveau-là d'imaginer qu'un président de la République ne respecte pas la Constitution. C'est pour ça que la Constitution ne prévoit pas ça. La Constitution ne peut pas dire au cas où le président essaie d'allonger son mandat, ça doit se passer comme si... Non, une Constitution fonctionne sur des considérations normales. On peut raisonnablement penser qu'un président en exercice va prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'avant l'expiration de son mandat, son successeur soit élu. C'est raisonnable. Donc c'est difficile. La preuve, en 63 ans, c'est la première fois que ça arrive. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'il faut, dans la Constitution, dire que dans cette hypothèse, au cas où le président n'organise pas des élections et que son mandat expire, que son successeur n'est pas élu, voilà ce qui va se passer. On sera peut-être bien obligé de le mettre dans la Constitution, puisque maintenant, on a vécu un exemple avec un président qui n'a pas organisé les élections dans les délais et qui a des chances très fortes, même plus que des chances. C'est une certitude qu'au 2 avril, nous n'aurons pas de président de la République élu. Alors, demain, le président préside l'ouverture du dialogue, un dialogue politique pour 2 jours. Peut-on même parler de dialogue politique? Dialogue électoral, oui. Pourquoi dialogue politique? Pourquoi dialogue? Mais il n'y a pas de question politique à régler. Il n'y a aucune question politique à régler. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, la seule urgence, c'est comment fixer une date, organiser des élections. À quoi bon organiser aller au centre Diamniadio? D'ailleurs, quand on dit ça, Diamniadio, ça donne une idée du format. On va amener plein de gens qui vont remplir des salles pour donner l'impression qu'il dialogue. Le président a déjà subi un camouflet net clair. Les principales composantes de ce pays invités à ce dialogue n'iront pas. Les principales parties prenantes. Les 16 candidats n'iront pas. Les organisations majeures, toutes les organisations de la société civile concernées par ce processus, n'iront pas au dialogue. Il va dialoguer avec qui? Ils feront peut-être leur monologue, enfin je ne sais pas, leur entre-soi, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Vous savez, un dialogue, c'est tout un process. Un dialogue, il y a un temps du dialogue, ce n'est pas ce temps-ci. Il y aura un dialogue nécessaire après l'élection de ce président, parce que ce dialogue fondamental doit nous permettre de ne plus vivre cette situation, de ne plus subir ce type de format de présidence. Le dialogue fondamental du pays, c'est un dialogue pour la refondation, parce qu'il n'est plus question qu'on ait des présidents omnipotents qui font ce qu'ils veulent. C'est ça le dialogue, mais ce dialogue, ça sera après. Ça ne concerne pas Macky Sall. Macky Sall est un problème. C'est à cause de ces adultes que justement ce type de dialogue doit avoir lieu. Mais lui, il doit partir, donc il n'est pas concerné. Parce qu'un dialogue, il faut quoi? Des termes de référence. Organiser le dialogue, faire des recommandations, faire un plan de mise en œuvre, faire un plan de suivi. Mais c'est tout un processus. Ce qu'ils font là, ce n'est pas du dialogue. Qu'ils l'appellent comme ils veulent. C'est un conclave entre eux, en l'absence des principaux concernés. Qu'est-ce qui va sortir de là? On verra bien. Mais de toute façon, moi, le dialogue est déjà mort-né. Le président de la République a subi un camouflet parce que les principales parties prenantes ne seront pas à son fameux dialogue, qui n'en est pas un. Mais, tout de même, il prévoit de rencontrer les 19 candidats dans la matinée, mais également les candidats 10 pouliers. Est-ce qu'ils doivent répondre? Les 16 candidats, ont déjà pris leur décision. Oui, mais avant, il prévoit de les rencontrer avant l'ouverture du dialogue. Mais ils n'iront pas à cette rencontre. Ils n'iront pas, ils l'ont fait savoir de manière très claire. Et puis, comment espérer regrouper ces deux intérêts totalement divergents? Qu'est-ce qui va en sortir? Mais il est naïf, ou alors il se joue de nous. C'est des rencontres à des heures différentes. Non, mais même pas ça. Mais je veux dire, le principe de les rencontrer, même à des heures différentes, pour dire, comme il dit, trouver un consensus. Mais le président est soit naïf, ou il se joue de nous. Parce qu'on sait très bien que c'est impossible.
Et puis de toute façon, c'est intolérable du point de vue juridique. Le président n'a pas le pouvoir de changer la décision du Conseil constitutionnel. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de modifier cette liste. Donc, à quoi bon ce dialogue? La Constitution donne une portée claire aux décisions du Conseil. La décision du Conseil arrêtant la liste s'impose à tout le monde, y compris au président de la République. Mais même les soi-disant possibles, ils rêvent. Ils sont naïfs. Mais les candidats ne devraient pas aller rencontrer le président de la République pour lui dire officiellement, voilà la date que nous proposons pour l'élection présidentielle. Mais le président connaît mieux que tout le monde l'urgence à fixer une date. Il n'a pas besoin il a besoin de personne pour fixer une date. Aujourd'hui, il faut fixer une date d'urgence. On est déjà en retard. Le dialogue est une perte de temps. Donc ce dialogue est impertinent, inapproprié et inopportun. Ça fait perdre du temps. L'objectif aujourd'hui, le seul objectif, tous les Sénégalais n'attendent que ça. Fixons la date de l'élection. Point à la ligne, ce n'est pas difficile. Au lieu de fixer la date de l'élection, on crée des événements qui nous font perdre du temps. Ce n'est pas cohérent. Alors, abordons un autre sujet qui a été évoqué par le chef de l'État lors de sa rencontre avec une partie de la presse. L'idée d'une amnistie pour pacifier l'espace public, pour une réconciliation nationale. Georges, vous savez, les concepts... Une idée dont bénéficierait, une amnistie plutôt dont bénéficierait Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et d'autres responsables politiques. C'est trop simplificateur. C'est trop simple, c'est trop simpliste. Parce que vous savez, quand on parle d'amnistie, dans tous les pays où il y a eu des problèmes, on a fait des amnisties. Une amnistie a une dimension thérapeutique, une dimension pédagogique. Aujourd'hui, avant de parler d'amnistie, il faut d'abord, parce que tout le monde le sait, sur tout ce qu'on a arrêté, il y a des gens qui ont commis des faits très graves, mais il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés pour des délits d'opinion. Avec des qualifications incroyables sur leur dos par le procureur pour obtenir leur mise sur mandat de dépôt. Il faut d'abord qu'on régularise tout ça. Toutes ces personnes qui ont arrêté n'ont pas besoin d'amnistie. Voilà, qu'on prenne des décisions de non-lieu, point. C'est terminé. Qu'on arrête les poursuites. On n'a pas besoin d'amnistie pour ça. Maintenant, il s'est passé des choses très graves dans ce pays. Il y a des dizaines et des dizaines de morts. On a identifié des milices dans les manifestations. La police a été prise en flagrant délit de désinformation sur la présence de milices ou pas. Mais ce sont des questions fondamentales. Avant de parler d'amnistie, il faut qu'on intègre cette dimension pédagogique, thérapeutique. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Qui sont les responsables. Des dizaines et des dizaines de vies, ce n'est pas négligeable. Pour que d'un coup de plume, on dise voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Non, moi je ne suis pas d'accord dans cette forme. Vous voulez dire une amnistie sérieuse. Vous voulez dire une amnistie telle que pensée par le président de la République dans l'objectif de pacifier l'espace public. Objectif également, réconciliation nationale ne profiterait pas seulement à ces leaders de l'opposition. D'autres du pouvoir seraient concernés. Mais bien entendu, aujourd'hui, il y a une chaîne de commandement. Ce qui s'est passé, qui a provoqué la mort d'une cinquantaine ou plus de Sénégalais. Il y a une origine, il y a une chaîne de commandement, il y a des exécutants. Nous voulons savoir comment ça se fait dans notre pays que au sein des forces de l'ordre, il y a des milices qui les accompagnent. On a vu un Sénégalais, Pape Abdoulaye Touré, torturé par des milices, déposé à la gendarmerie qu'il a reçu. Mais on veut savoir. Il faut savoir, identifier, régler les problèmes. Les conditions aujourd'hui de répression des manifestations par les forces de l'ordre, c'est des questions qu'il faut qu'on discute. Donc une amnistie comme ça, au détour de simples considérations politiques, moi je ne suis pas d'accord. Il faut faire une amnistie sérieuse, précédée par des enquêtes, qu'on sache ce qui s'est passé. Après, sur la base de ça, qu'on identifie ce qu'ils l'ont fait, il y a aussi une dimension d'expiation. Des enquêtes ont été annoncées. Oui, mais rien ne s'est passé. On nous a annoncé des enquêtes.
il y a eu une conférence de presse avec Ismaïla Madior Fall, Sidiki Kaba, le porte-parole du gouvernement pour dire des enquêtes sont en cours, on va faire des enquêtes. Où sont les résultats des enquêtes? Il faut les résultats des enquêtes parce que l'amnistie aussi a une dimension d'expiation. Que ceux qui ont fait, qu'on sache qu'ils ont fait, qui expient, qui disent, qui demandent pardon, que ceux qui ont subi les pardonnent. Donc c'est plus sérieux que ça. Qu'au détour de discussions politiciennes, oui, pacification de l'espace, on fait une amnistie, on n'en parle plus. Non. On doit aller au fond de ce processus pour que ces choses ne se reproduisent plus. C'est ça l'amnistie utile. Pas une amnistie politicienne. Donc, opportuniste. Donc rangeons l'amnistie dans le tiroir. Absolument. Et peut-être l'évoquer après plus sérieusement. Après la présidentielle. Absolument. Et on aura largement le temps. Aujourd'hui, on a une urgence. À quoi ça sert l'amnistie pour cette élection? On a une urgence. L'urgence, c'est convoquer le corps électoral, organiser l'élection, avoir un président le 2 avril. C'est ça l'urgence. Toute notre énergie, toute l'énergie du président doit être consacrée à ça. Pas à autre chose. Il y a suffisamment à faire. Vous êtes avocat d'affaires, maître Mame Adama Gueye. Est-ce que la destination Sénégal est devenue peu attrayante en termes d'investissement avec cette situation politique? Évidemment, Georges. Vous seriez investisseur. Un des éléments, vous savez, quand on veut investir, on regarde le risque pays. Le risque pays joue un rôle fondamental. D'abord dans la prise de décision. Même si quelquefois l'investisseur dit, bon, malgré les risques, bon, Sénégal, c'est encore acceptable. Au niveau des primes de risque, parce que quand vous voulez investir dans les projets de financement, vous allez vers des banques qui vont vous prêter. Les banques vont dire, vous allez où au Sénégal? Ah, écoutez, ça, notre prime de risque a augmenté. Ça veut dire que c'est des taux d'intérêt plus importants. Donc, votre projet part avec un handicap. Mais voilà les conséquences. Mais même à titre interne, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont mis en suspens leur projet. Parce qu'à cause de l'incertitude, le business n'aime pas l'incertitude. Et on est dans une situation totale d'incertitude. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que si il y a des situations de conflits graves, de manifestations, d'exactions, ça peut être la cause de défauts. Parce que dans une convention d'emprunt, il y a des clauses qu'on appelle les clauses de défaut, liées au risque politique. S'il y a des événements politiques graves, le créancier peut exiger le paiement immédiat de sa créance. Et quand un créancier demande ça, d'autres créanciers peuvent le demander sur la base du défaut croisé. Donc, c'est très sérieux. Et en plus, il faut qu'on soit conscient d'une chose. Nous, notre principal avantage comparatif, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les plages, ce n'est pas le soleil. C'est la stabilité. C'est ça notre avantage comparatif. Donc, on ne doit pas s'amuser avec ça pour des raisons d'intérêt politique ou politicien. Avez-vous connaissance d'investisseurs qui ont levé le pied? Mais bien non. Je vais vous dire, même en temps normal, quand il n'y a pas de trouble, quand on va vers les élections, quelques mois avant l'élection, les gens mettent en suspens, en disant attendons de voir ce qui va en sortir. A fortiori quand il y a quand on prédit des troubles politiques graves. Donc les gens mettent en stand-by. Aujourd'hui, une des conséquences directes de la situation, c'est que les obligations, parce que le Sénégal vend des obligations à l'international qui sont sur le marché. À cause de la situation, la valeur des obligations a chuté. Immédiat. La valeur des obligations a chuté. Des obligations sur l'eurobond, la valeur a chuté à cause de la situation. Et si ça persiste, ça va être encore plus grave. Parce que quand les gens ont peur, tous ceux qui ont des obligations vont les mettre sur le marché. Et donc, ça va être l'effondrement des valeurs. Et aujourd'hui, la signature du Sénégal, en termes d'emprunt, va être de plus en plus compliquée. Parce que quand vous voulez de l'argent, les gens regardent la situation politique. Donc c'est... Et puis, regardons même le Sénégal aujourd'hui. Notre réalité économique, c'est que plus de 65% des emplois sont donnés par le secteur informel. Des troubles, c'est quoi? C'est 2-3 jours. Vous le savez comme moi. Il y a des gens du secteur informel qui vivent au jour le jour.
Donc l'impact sur notre économie, je ne parle même pas de l'international, sur le plan national est déjà très grave. Très grave. Dès qu'il y a des troubles, il y a des Sénégalais qui constituent notre réalité économique, le gros secteur, le secteur informel, mais ils subissent de plein fouet cet impact. Donc, il faut que les politiciens arrêtent de mettre en avant leurs intérêts politiciens, hein, pour nous créer des difficultés. Et qu'on nous rende notre droit de vote. Qu'on arrête de s'amuser avec ça. Parce que moi, je ne parle pas des candidats, je ne parle pas de Macky Sall. C'est les citoyens. Ce rendez-vous est fondamental. C'est le seul moment d'expression de notre citoyenneté. Et c'est ça qu'on veut nous confisquer. Que Macky Sall a essayé de nous confisquer. Et que son coup d'état constitutionnel a été déjoué par le Conseil constitutionnel. Et il continue encore à se jouer de nous. C'est inacceptable, c'est intolérable. Les citoyens doivent le refuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, je le réitère, j'invite toutes les forces vives de la nation à constituer un front pour préparer les conditions de la transition. Si le président Macky Sall si le 2 avril, et comme c'est très très probable, c'est même presque certain, on n'aura pas un président élu. Face à cette situation, la CEDEAO a demandé aux acteurs politiques de privilégier le dialogue. Position compréhensible? Vous savez, c'est des formules diplomatiques. Il n'y a pas à privilégier le dialogue. S'ils sont objectifs, on va dire à Macky Sall, il faut respecter la décision du Conseil constitutionnel, comme beaucoup d'autres pays l'ont fait. Point à la ligne. Ce n'est pas compliqué, qu'il n'y a rien à dialoguer. Il faut respecter la décision du Conseil constitutionnel, point à la ligne. Pourquoi dialoguer? Parce que ça pourrait sous-entendre que les gens peuvent discuter pour modifier les choses. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas à dialoguer. La seule chose à discuter, c'est les réaménagements pour avoir un président, les réaménagements techniques, administratifs, pour avoir un président le plus rapidement possible. C'est tout. Il n'y a pas à dialoguer. Cette même CEDEAO a annoncé la levée de certaines sanctions contre les gens au pouvoir en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a-t-elle enfin compris qu'elle doit être une CEDEAO des peuples ou bien sent-elle la menace AIS? Oui, mais la CEDEAO est illisible. Moi, je pensais qu'au départ, leur position était très correcte par rapport au putsch. Parce que la CEDEAO a une position correcte, qui était contre les putschs. Maintenant, ils ont fait beaucoup de bruit sur les sanctions et de jour à l'autre, on modifie les sanctions, on les retire, sans nous expliquer pourquoi. Les putschs ne sont pas finis. Ceux qui sont encore à la tête des États sont des putschistes. Et il ne faut pas encourager ça. Aujourd'hui, la CEDEAO a fait machine arrière. La CEDEAO, je ne veux pas être désobligeant, mais de manière triviale, on peut dire que c'est déculotté. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Parce que les putschs, il ne faut pas les encourager. Les sanctions devraient être maintenues alors à votre avis? Pour moi, il faut... Moi, je suis contre les putschs. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour décourager les putschs. Y compris les sanctions? Mais absolument, parfaitement. Et il faut assumer. Maître Mamad Amagué, dernière question. Vous aviez renoncé à votre candidature à l'élection présidentielle de 2019. C'est ça. Avez-vous toujours envie de diriger le pays? Non. Non. Je ne parle même pas d'envie de diriger le pays. Je n'ai plus aucune ambition politique. Je ne cherche aucun mandat de quelque nature que ce soit. J'ai décidé de me retirer de la politique définitivement. Mais je reste un citoyen engagé. Engagement dans la société civile? Absolument. Merci Maître Mamad Amagué. C'est moi qui vous remercie, Georges. Merci encore. Merci aux auditeurs de nous avoir prêté leur attention. Merci d'être venu au grand jury. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Dans moins de 2 minutes, le journal en français avec Barthélémy Ngom.